Donc le titre de mon exposé, c'est « Cheval d'élite, tous à cheval, des objectifs génétiquement très compatibles pour le saut d'obstacle ». Donc le take-home message, ce qu'il faut retenir, est déjà dans le titre. Donc au moins ça c'est fait. Il ne me reste plus qu'à démontrer ce que j'avance là. Donc en fait, c'est venu d'abord d'une réflexion assez ancienne, et puis qui s'est cristallisée lors de la publication de la prospective sur la filière équine en 2012, et qui a amené au financement d'un projet qui était porté par Léa Lansade et qui a été financé par l'IFCE, qui s'appelait Élite pour tous. Quelle était la problématique? C'est qu'en fait, dans cette prospective, on aboutissait à différents scénarios. Et parmi ces scénarios, il y en avait deux principaux qui étaient on va tendre vers la production d'un cheval que pour les élites, un cheval de très haut niveau monté par très peu de personnes, ou alors un scénario qui disait ben non, tout le monde va se mettre à cheval, mais des chevaux finalement qui n'ont pas une grande qualité sportive. Et plus généralement, ça revenait de façon récurrente. Le problème, c'était les éleveurs élèvent pour faire des chevaux d'élite, ils se rêvent aux Jeux Olympiques, mais en fait, l'acheteur, c'est pas du tout celui-là, c'est un acheteur amateur qui veut monter son cheval dans des petites compétitions et être à l'aise dans les petites compétitions. Donc il y avait un peu une ambivalence, une inadéquation entre ce que voulait faire l'éleveur, la production et ces deux scénarios. Alors, qu'en est-il actuellement de la réalité du cheval de loisir sportif? Actuellement, il y a 59 000 chevaux qui sortent en compétition de saut d'obstacle chaque année. Et c'est un nombre qui est en augmentation régulière depuis le début de ma carrière, donc depuis un certain temps. 59 000 chevaux, mais si on se restreint aux chevaux d'élite, disons qui sautent des concours de plus d'1,30 m, on n'en a plus que 5 000. Comme ces chevaux ont une durée de vie moyenne de 6 ans, ça c'est une étude sur la longévité qu'on avait fait auparavant, ça veut dire que chaque année, il faut presque 10 000 chevaux nouveaux qui rentrent dans le circuit des compétitions de saut d'obstacle. Si on se réfère aux chevaux qui sautent qu'à 1,30 m, on a un peu moins de 1 000 chevaux qu'il nous faut renouveler chaque année. Et tout ça dans un contexte où on a environ 6 000 naissances de selles français par an. Donc en fait, selon les deux scénarios, on est dans une situation totalement différente de production. En plus, pour un généticien, quand je vois ça, je me dis, il y a un problème. Si on fait un cheval d'élite et que donc il faut renouveler moins de 1 000 chevaux par an, il est impossible de construire un plan de sélection. Parce que construire un plan de sélection dans une population où il y a moins de 1 000 naissances par an, c'est illusoire. C'est plutôt de la conservation qu'on fait dans ce cas-là, plutôt que de la sélection. Inversement, donc en gros, le scénario 1, cheval des élites, il est impossible d'un point de vue génétique si on se restreint aux chevaux d'élite. Inversement, si on se met dans le scénario, on a 59 000 chevaux en compétition, on se dit, bon, bah là, ok, c'est bon, on est même un peu en sous-production avec les selles français. Oui, mais en fait, d'où viennent les étalons qui produisent ces chevaux-là? C'est des chevaux d'élite. Donc si les deux caractères, faire des chevaux d'élite et faire des chevaux de loisirs sportifs, sont incompatibles, ben, on ne peut pas produire les 59 000 chevaux, parce que c'est 10 000 chevaux par an. Parce que ces 10 000 chevaux par an, ils seraient issus de chevaux d'élite, et si les deux caractères sont incompatibles, ben, ce n'est pas possible non plus. Donc en gros, on était vraiment devant une ambivalence, et donc il fallait répondre à la question, produire un cheval de haut niveau et produire un cheval de loisir sportif, est-ce que c'est des objectifs compatibles ou pas? Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce projet. Alors, pour ça, on a utilisé des résultats en compétition de saut d'obstacle fournis par la Fédération équestre française de 2009 à 2013. Donc, 5 années de compétition et énormément de chevaux. Près de 100 000 chevaux ont été utilisés pour cette étude. Plus de 3 millions de sorties en compétition. Et on a rajouté, pour faire les études génétiques, 160 000 ancêtres. Donc, en gros, un échantillon qui n'a rien à voir avec une expérimentation. Disons, c'est vraiment des données recueillies sur le terrain de façon massive. On a défini 5 caractères différents, donc, qui vont être les résultats des chevaux dans les épreuves différentes. Donc, des épreuves réalisées de façon précoce et des épreuves réalisées de façon tardive. Donc, pour les jeunes, donc pour les chevaux âgés de 4 et 6 ans,
on a 3 caractères. Les résultats réalisés dans des épreuves du circuit de la Fédération équestre française, avec des hauteurs inférieures à 1,20 m, c'est ce qu'on va appeler jeunes amateurs. Des résultats obtenus dans le circuit spécifique, le circuit des cycles libres, organisé par la Société hippique française. Et puis, donc c'est ce qu'on va appeler jeunes libres. Des résultats obtenus dans le circuit organisé par la Société hippique française, le circuit classique, donc à des fins professionnelles, et dans les épreuves qui sont... Enfin, ces chevaux-là sortent aussi dans des épreuves supérieures à 1,25 m du circuit général de la Fédération équestre française pour les chevaux âgés de plus de 6 ans. Et c'est ce qu'on va appeler jeunes pro. Donc 3 caractères pour les jeunes et 2 caractères pour les adultes, les chevaux âgés de plus de 7 ans. Quand c'est inférieur à 1,25 m, c'est les adultes amateurs. Et quand c'est supérieur ou égal à 1,30 m, c'est les adultes pros. Pour ces 5 caractères, on va associer une performance. Et la performance, elle est mesurée avec des points. On attribue des points au cheval en fonction de son classement dans l'épreuve et de la difficulté de l'épreuve. Ces points sont multipliés selon le même modèle que ce qu'on fait pour faire le classement permanent des cavaliers à la Fédération équestre française. Et puis, on somme les points sur l'ensemble de l'année et on divise par le nombre de départs, parce que comme on a segmenté la compétition en jeunes amateurs, pro, adultes amateurs, pro, on ne voulait pas pénaliser les gens qui sortent dans différents circuits dans une même année en sommant sans diviser par le nombre de départs. Donc, on fait la somme des points et on divise par le nombre de départs. Et donc, on a 5 caractères avec cette mesure de la performance. On va réaliser une étude génétique et donc on va calculer 2 paramètres. L'héritabilité, qui est la part de la variance observée qui est due à la génétique et qui varie de 0 à 1, et des corrélations génétiques qui, elles, comme toute corrélation, varient de -1 à +1, qui mesurent la ressemblance quand c'est positif et la dissemblance quand c'est négatif entre 2 caractères, qui est due à l'aptitude intrinsèque du cheval, qui est due au gène. C'est la ressemblance entre les performances, quels que soient les effets de milieu qui viennent parasiter cette ressemblance. Parce que ce qu'on mesure, ce qu'on voit au niveau phénotypique, c'est un mélange de l'aptitude du cheval et puis du fait que le milieu a été favorable ou non aux différents caractères. Donc là, ce qu'on mesure avec la corrélation génétique, c'est uniquement la ressemblance au niveau de l'aptitude. Ça veut dire que quand une corrélation génétique est forte, un étalon, il va produire aussi bien dans un circuit que dans l'autre. Même si les chevaux eux-mêmes, du fait de l'aléa de la vie, peuvent réussir dans un circuit et pas dans l'autre. Donc, au niveau des résultats, on a donc nos 5 caractères, les jeunes en haut, les vieux en bas, les amateurs en vert et les professionnels en orange et rouge. D'abord, l'héritabilité. La performance la plus héritable, c'est les résultats en adultes professionnels, avec une héritabilité de 0,35, donc qui est quand même, commence à être réellement élevée. Après, on a une héritabilité qui est moyenne pour les performances réalisées en adulte amateur, en jeune amateur et en jeune pro, qui varie de 0,27 à 0,29. Les performances les moins héritables, c'est ce qui est réalisé dans le cycle libre, avec une héritabilité de 0,19. Mais ce qu'on peut dire, c'est que toutes les performances sont quand même héritables, et donc on peut faire un plan de sélection qui permet d'améliorer chacun de ces caractères. Après, les corrélations génétiques. Alors d'abord, entre les différentes performances réalisées jeunes. Les corrélations génétiques, on le voit, varient de 0,83 à 0,92. Elles sont toutes très positives et très élevées. Ça veut dire qu'en gros, tous ces caractères-là, ils sont très liés. Au niveau de l'aptitude, c'est grosso modo la même chose. Alors c'est un peu moins la même chose entre des performances réalisées en cycle libre et en jeune pro, donc en cycle classique, où la corrélation génétique n'est que de 0,83. Mais elle est quand même très élevée. Et elle est très élevée entre jeunes pro et jeunes amateurs avec 0,92. Qu'est-ce qui se passe au niveau des adultes? Au niveau des adultes, la corrélation génétique entre adulte amateur et adulte pro est de 0,95. Donc en gros, c'est le même caractère. C'est-à-dire que être performant en dessous d'1,25 m et être performant au-dessus d'1,25 m, c'est la même chose. Simplement, on est plus ou moins performant. C'est-à-dire qu'on saute plus ou moins haut. Mais en gros, c'est la même aptitude qui est sous-jacente chez le cheval. Donc une corrélation génétique très élevée, on peut vraiment considérer que c'est le même caractère. Alors la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut prévoir la performance adulte à partir de la performance jeune? Alors la corrélation génétique entre jeune amateur et adulte amateur est de 0,96 et la corrélation génétique entre jeune pro et adulte pro est de 0,84.
Donc pareil, des corrélations très élevées, supérieures à 0,80, mais plus fortes entre jeunes amateurs et adultes amateurs qu'entre jeunes pros et adultes pros, où là, la corrélation est un petit peu inférieure. Est-ce que les performances en cycle libre apporteraient quelque chose pour prédire la performance adulte? Ben, pas vraiment. Les corrélations sont là aussi élevées, mais elles sont inférieures à celles qu'on avait avec jeunes amateurs et jeunes pros pour prédire adultes amateurs et adultes pros. Donc les épreuves de cycle libre, c'est les seules qui sont un tout petit peu à part et qui finalement n'apportent pas énormément de choses dans la connaissance de l'aptitude. Enfin, est-ce qu'on peut prédire de façon croisée, c'est-à-dire jeunes pros pour faire un adulte amateur et jeunes amateurs pour faire un adulte pro? Et bien là aussi, les corrélations génétiques sont très élevées, 0,90 et 0,87. Donc, globalement, des corrélations génétiques très élevées avec quelques petites nuances. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que les corrélations génétiques ne sont pas de 1 malgré tout. Donc, effectivement, c'est des caractères différents. Mais elles sont quand même très élevées, et très élevées entre les performances précoces et adultes, et entre les performances pro et amateurs. Donc, ça veut dire que la sélection sur un critère précoce permet d'améliorer la performance adulte. On peut utiliser les performances réalisées à 4 et 5 ans pour essayer de produire un cheval qui est adulte performant. Et la sélection conjointe pour un cheval d'élite et un cheval de loisir sportif est totalement possible. Ce n'est pas des objectifs qui s'opposent. Donc la distinction des scénarios dans la prospective n'est pas justifiée d'un point de vue génétique, d'un point de vue évidemment, mais d'un point de vue génétique, il n'y a pas à faire la dichotomie. On peut très bien avoir des étalons producteurs de chevaux d'élite qui produisent aussi des chevaux de loisirs sportifs. Et là, du coup, on couvre la demande qui est donc très importante, parce qu'on se souvient, on a 59 000 chevaux qui sont en compétition, près de 10 000 chevaux à renouveler chaque année. Donc, je dirais c'est une double bonne nouvelle. Pour produire des chevaux d'élite, on n'a pas besoin de réduire la population à un noyau de 1000 chevaux, de 1000 poulains à produire annuellement, ce qui rendrait totalement inefficace un plan de sélection. On peut utiliser l'ensemble des performances réalisées par l'ensemble des chevaux qui sont en compétition pour produire ce cheval d'élite. Mais inversement, pour produire des chevaux d'amateurs, si on avait supposé que la réussite à haut niveau était quelque chose de différent de la réussite à petit niveau, ben, on n'aurait pas pu utiliser nos étalons qui sortent aux Jeux Olympiques pour les produire. Ben, si, on peut les utiliser. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. On peut utiliser des grands performeurs, avec les résultats dans les performances de haut niveau, pour produire ces chevaux de loisirs sportifs. Et donc j'en reviens à la présentation précédente de Marianne, évidemment. Finalement, ce qui distingue un cheval d'amateur d'un cheval de professionnel, ben, au niveau de l'aptitude, c'est le même genre de choses qu'on mesure, mais ce qui peut le différencier, c'est effectivement le tempérament, et d'où l'utilité de généraliser et d'intensifier les tests de tempérament simplifiés pour pouvoir continuer nos études entre tempérament du cheval et aptitude. Voilà. Merci. Voici un